Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au langage. Mais alors, on va pas simplement parler du français, de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue que l'on peut apprendre à l'école. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est de parler du langage en tant que concept, c'est-à-dire en tant qu'outil de pensée et de communication. C'est un peu comme si on disait que le langage, c'était un immense puzzle. Vous voyez, chaque mot, c'est une pièce du puzzle qui, assemblée aux autres, permet de créer une image plus grande, ce qui fait une idée, une pensée. Maintenant, si on se met à imaginer que chaque personne a un puzzle différent, mais qui représente la même image, chaque boîte contiendrait des pièces différentes, certaines similaires, d'autres complètement uniques. Et c'est un peu comme ça qu'on pourrait concevoir le langage à première vue. Chaque culture, chaque société, même à la limite chaque individu, possède sa propre version du puzzle. Mais pourtant, on doit tous décrire la même réalité, la même image. Ou peut-être même justement qu'il s'agit d'un puzzle d'une réalité différente en fonction du langage que l'on utilise. Donc c'est un peu cette idée qui est au centre de la philosophie du langage. Comment ces différentes boîtes, comment ces différentes langues façonnent-elles notre compréhension du monde et comment est-ce qu'elles influencent notre pensée? Donc pour bien comprendre toutes ces choses, on va s'intéresser à la pensée de 4 grands philosophes, Benveniste, Hegel, Bergson et Foucault. Alors c'est parti et on commence tout de suite avec Émile Benveniste, un linguiste français du XXe siècle qui a apporté pas mal de contributions à notre compréhension du langage. Donc Benveniste a entre autres insisté sur la supériorité du langage humain sur les autres systèmes de communication. Par exemple, comme il le dit, alors que les abeilles peuvent communiquer la localisation de la nourriture par une danse, qui est la danse des abeilles, leur capacité de communication est pourtant limitée par rapport à celle des humains. Vous voyez en fait ce que dit Benveniste, c'est que le système des abeilles est très précis pour communiquer les informations qui sont nécessaires à localiser du pollen, mais ce système est beaucoup moins flexible que le langage humain, puisque a priori, les abeilles ne peuvent pas communiquer leurs sentiments ou même se raconter des histoires. Bon, après je fais une petite parenthèse, mais il faut quand même se méfier de ce que disent les philosophes sur les animaux, parce qu'il y a bien des conceptions qui sont très réductrices, et qui, au fur et à mesure que notre compréhension des animaux s'améliore, eh bien, on s'aperçoit souvent que les choses sont en réalité beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent, et que les animaux, finalement, ils sont pas si bêtes. Mais toujours est-il, pour Benveniste, la supériorité du langage humain réside dans l'intersubjectivité du langage. Et les pronoms, comme je et tu, sont assez centraux dans sa théorie. Ce qui fait que le langage humain est fondamentalement dialogique, c'est-à-dire qu'il se base sur le dialogue, et qu'il est surtout relationnel. Il permet non seulement de partager des informations, mais aussi, et peut-être surtout en fait, de créer des liens entre des personnes. En gros, ce qu'il dit, c'est que, contrairement aux abeilles, le langage humain n'a pas que pour but de communiquer des informations. Et pour lui, c'est bien ça ce qui fait la richesse et la complexité de notre langage, par rapport aux autres formes de communication dans le règne animal. Ok, alors maintenant qu'on a vu Benveniste, on va se tourner vers Hegel, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle. Pour Hegel, le langage et la pensée sont intimement liés. En fait, ils sont même plus que liés, puisqu'il dit que la pensée ne peut pas exister sans le langage. Donc pour Hegel, les mots ne sont pas seulement des véhicules pour exprimer nos pensées, mais ce sont plutôt les moyens par lesquels nous formulons et nous structurons nos pensées. Donc je paraphrase, mais en gros ce qu'il dit c'est que sans les mots, la pensée resterait à l'état de fermentation. Vous voyez, elle resterait trop floue et finalement en fait elle ne donnerait rien. Donc par exemple, quand on regarde un coucher de soleil, eh bien en fait on ne se contente pas de le trouver beau. On utilise des mots dans notre tête pour décrire et pour comprendre cette beauté. On parle de couleurs vibrantes, de lumière dorée, même de paysages paisibles. Et ces mots ne sont pas seulement une description pour Hegel en fait. Ils forment la pensée elle-même. Sans mots, il n'y a pas de pensée. Donc vous voyez, sans attache, la pensée ne pourrait pas se concrétiser, elle ne pourrait pas se former, elle resterait dans un état trop flou, alors qu'avec des mots précis, eh bien on est capable d'avoir des pensées qui sont d'autant plus précises. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'avoir un langage qui est riche pour Hegel. Ce qui fait que, en fait, Hegel, eh bien il voyait le langage et la pensée comme deux faces de la même pièce, inséparables l'une de l'autre. Sans langage, il n'y a pas de pensée. Et ce qui fait que pour lui, ça n'aurait pas de sens de vanter les mérites de quelque chose d'ineffable. Vous voyez, parfois on dit, eh bien, il n'y a pas de mots pour exprimer cette beauté. Bah, pour Hegel, ça n'a pas de sens parce que justement, en fait, une pensée qui n'a pas de mots, eh bien, c'est une pensée qui n'a pas d'accroche et c'est une pensée qui reste trop primitive, qui n'existe pas pour ainsi dire. Et alors là, ça va devenir particulièrement intéressant parce que précisément pour le philosophe que l'on va voir tout de suite, Bergson, eh bien, c'est pratiquement l'inverse. Alors Bergson, c'était un philosophe français qui a écrit particulièrement au début du XXe siècle et il est surtout connu pour ses idées sur le temps et la conscience. Et pour lui, le langage, c'est un outil très pratique, mais il a aussi ses limites, en particulier quand il s'agit de comprendre le monde. Donc pour bien comprendre ce que dit Bergson du langage,
Il faut voir que pour lui, la réalité doit se comprendre comme un flux continu, comme une sorte de musique sans fin, comme une sorte de fleuve en fait qui ne s'arrête jamais. Donc si vous vous souvenez de la différence que Bergson fait entre la durée et le temps, eh bien le langage se trouve un peu du côté du temps. C'est-à-dire en fait qu'il découpe la réalité, qui est pour lui un flux continu, et qui ne devrait donc pas être découpé, qui est indécoupable, et pourtant, eh bien c'est quelque chose d'artificiel qui se fait un petit peu avec force en fait. Donc par exemple, imaginez que vous écoutiez une symphonie. Donc vous ressentez la musique, les variations, le ton, le rythme, mais si on vous demandait de décrire cette expérience avec des mots, eh bien on voit bien que c'est très difficile, et en particulier si on n'est pas un expert dans le domaine. On peut parler des instruments, du volume, du tempo, mais est-ce que ça retranscrit vraiment parfaitement l'expérience vécue, intime, personnelle de ce que l'on écoute? Eh bien pour Bergson, la réponse est non. Donc ce qu'il pensait, c'est que le langage, en découpant le monde en des mots et en des concepts, eh bien perdait une partie de l'essence de la réalité. D'ailleurs, il dit que les mots, ce sont un peu comme des étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est pratique, ça permet de s'y retrouver lorsqu'on a plein de choses différentes à catégoriser, et dans le monde il y a plein de choses, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre une étiquette singulière, une étiquette unique sur chaque chose, parce qu'au final on ne s'y retrouverait pas, le langage n'aurait plus aucune utilité, nos étiquettes n'auraient pas de sens. Donc en fait on se retrouve avec des étiquettes, mais ces étiquettes ce sont des généralités, on perd la singularité de notre expérience vécue. Vous voyez par exemple on a un mot pour exprimer une table, et c'est bien pratique, parce qu'on ne pourrait pas avoir un mot différent pour exprimer toutes les possibilités de tables différentes. Mais du coup, on perd la singularité de la table que l'on peut voir. Et là encore, c'est pas très grave lorsque l'on parle d'une table. Mais quand on parle des sentiments ou des émotions, on voit bien que ça devient bien plus problématique. Parce que lorsque l'on parle d'amour, on a un mot, mais pourtant chaque personne va ressentir son amour ou son amitié de manière différente, de manière unique. Et donc on ne peut pas mettre toutes les particularités de notre expérience vécue derrière ce mot général. Donc pour récapituler, pour Bergson, le langage c'est un outil nécessaire et puissant, mais il faut bien reconnaître ses limites. Et pour dépasser ces limites, Bergson nous encourage à chercher des expériences directes et non linguistiques pour appréhender pleinement la richesse de la réalité. Ou alors, justement à l'inverse, paradoxalement même, utiliser le langage de manière détournée, par exemple avec des métaphores, avec un langage poétique, pour exprimer la singularité de notre expérience. Donc, maintenant que l'on a vu l'utilité et les limites du langage, on va se tourner vers Michel Foucault, un philosophe français du XXe siècle qui a beaucoup écrit sur le rapport entre le langage et le pouvoir. En fait, pour Foucault, le langage, c'est bien plus qu'un outil de communication ou même un outil pour exprimer sa pensée. Pour lui, le langage, c'est une force structurante de notre réalité sociale et un instrument de pouvoir, voire de domination. Donc on le sait, le langage détermine ce que nous pouvons dire et comment nous pouvons le dire. Il établit en quelque sorte les règles du jeu, en définissant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et les institutions, par exemple, utilisent le langage pour définir les normes, les rôles et les hiérarchies. Donc concrètement, vous le voyez tous les jours dans une salle de classe, le langage formel, c'est souvent la norme. On ne peut pas s'exprimer avec un professeur comme on s'exprime avec ses amis. Et pour prendre un autre exemple, sur le lieu de travail, c'est un exemple que prend plus Foucault, eh bien le langage encadre dans ce cas-là les rôles du patron et de l'employé, et il établit une certaine relation de pouvoir entre les deux. Donc dans la plupart des cas, on ne peut pas parler à son patron comme on parle à ses collègues. Par exemple, on va vouvoyer l'un et tutoyer les autres. On va utiliser un registre plus soutenu avec l'un et un registre plus amical avec les autres. Et ça, pour Foucault, eh bien ça ancre la hiérarchie. Et c'est pour ça que, pour lui, il est bien important de reconnaître ces dynamiques de pouvoir dans le langage et de voir en quoi elles façonnent notre réalité sociale. Et sur ce, on en a terminé avec cette petite présentation du langage. Donc, pour récapituler, on a exploré différentes conceptions du langage à travers la philosophie. On a vu que pour Benveniste, le langage c'était un système de signes avec une forte dimension intersubjective. Ensuite, avec Hegel, on a vu que le langage c'était pas simplement le véhicule de la pensée, mais que bien plus en fait c'était une condition préalable à la pensée. Bergson, lui, d'autre part, il avait quasiment le point de vue opposé, puisque pour lui, le langage limite notre capacité à capturer notre expérience intime et subjective du monde. Et puis enfin, avec Foucault, on a vu que le langage, c'était une force structurante de notre réalité sociale et un instrument de pouvoir. Avec tout ça, j'espère que ça vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.